Bonjour Luc Ferry. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien. Avec joie. C'est vrai qu'on attend tous en fait de pouvoir replacer cette crise qui est pleine de changements, d'incertitudes très fortes dans un temps qui est plus long, dans le temps de l'histoire, de la pensée. Et donc on est très heureux de pouvoir avoir le regard de l'ancien ministre, du philosophe, du penseur sur la situation finalement que nous vivons. Alors, ma première question, elle porterait sur finalement la mise en perspective de l'épidémie actuelle à l'aune des épidémies qui ont jalonné finalement l'histoire de l'humanité. On pense à la peste, au choléra, la grippe espagnole et plus récemment la grippe de Hong Kong. Alors, c'est un exemple intéressant parce que finalement c'est une épidémie qui est proche de nous. Oui. Il y a eu 30 000 morts en France quand même, 1 million de morts dans le monde. Oui. Et pourtant, le traitement de la crise, le traitement aussi de l'information durant la crise a été très différent par rapport à aujourd'hui, à notre époque. Donc finalement, comment peut-on, selon vous, expliquer cette différence ? Est-ce que cette différence, elle traduit finalement des changements profonds de notre société ? Pas seulement de la société, mais du rapport à la mort a changé. C'est très étonnant, ça arrive très rarement dans l'histoire de la spiritualité ou de la pensée d'une manière générale. Notre rapport à la mort a changé considérablement depuis 1968, pour des raisons que je voudrais vous raconter très brièvement. En effet, en 1968-69, il y a cette fameuse grippe de Hong Kong qui cause environ 30 000 morts. Il y a 0 confinement. Tout le monde s'en fiche. J'ai retrouvé 2 articles du Monde qui disent c'est une grippette, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Les écoles restent ouvertes, la RATP, la SNCF fonctionnent. Les avions, les trains fonctionnent, aucune usine ne ferme, et donc on s'en fiche complètement. Il faut rappeler qu'à l'époque, il y a 50 millions de Français seulement, aujourd'hui on est 67 millions, et que malgré tout, 30 ou 35 000 morts par rapport à 50 millions de Français, c'est beaucoup, beaucoup plus que la grippe saisonnière. Et normalement, on aurait dû s'inquiéter davantage. Là, au début de la pandémie de la Covid, on ne sait pas qu'il va y avoir 120 000 morts en France. Les médecins de télévision nous disent « mais non, c'est pas grave, je ne vais pas citer leur nom, ce serait méchant, tout le monde a le droit de se tromper ». Ils disent la même chose, c'est une grippette, mais néanmoins, on va confiner comme jamais nous n'avons connu ça. Ma mère, qui a 97 ans, me dit que voilà, depuis l'occupation, elle n'avait jamais rien vu de pareil. Bon, alors, il n'y avait pas les Allemands, ça c'est la bonne nouvelle, mais quand même, on a confiné, on a vécu dans un monde, à proprement parler, surréaliste. On n'avait jamais connu ça. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Pourquoi ? Cette différence de traitement, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, probablement, on a mis la santé et la vie au-dessus de l'économie. C'est rare, c'est jamais arrivé, surtout dans une société capitaliste. On a mis la santé et la vie au-dessus de l'économie, au-dessus de l'argent, avec le quoi qu'il en coûte. La pandémie va probablement coûter quelque chose comme 400 milliards d'euros au total. Et ce n'est pas les vaccins qui coûtent. Les vaccins, c'est à peu près 15 milliards, ce n'est pas énorme. Non, c'est vraiment on a le soutien à l'économie, mais pour d'abord et avant tout protéger la vie. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Je vous raconte ça parce que ça me fascine qu'on n'en parle pas davantage, parce que c'est abyssal ce qui s'est passé. Les 2 grandes religions se sont effondrées en Europe. Je ne parle pas de l'islam pour le coup, je parle du communisme et du catholicisme. Le communisme, quand j'étais gamin, il était monté jusqu'à 28% de l'électorat. Aujourd'hui, le Parti communiste est à 2%, il est au niveau du parti animaliste. Et plus personne ne connaît le patron du PC, enfin, sauf quand on s'intéresse vraiment à la vie politique, on sait que c'est Roussel, mais enfin, ce n'est pas Marchais, Duclos ou Maurice Thorez, personne ne sait qui c'est. Et évidemment, le communisme, il avait une vertu, il avait beaucoup de défauts à mes yeux, mais il avait une vertu, c'est qu'il représentait une grande cause, la révolution, qui était supérieure aux individus, pour laquelle on pouvait donner même sa vie, éventuellement, faire la révolution. Et puis le catholicisme, c'est encore plus frappant, je vais vite, mais le catholicisme s'est effondré en France et assez généralement en Europe depuis 50 ans. Je vous donne un chiffre qui est absolument fascinant, 1 ou 2 chiffres. Le catholicisme, en 1950, 95% des Français sont, j'allais dire vaccinés, baptisés, mais vaccinés contre la mort. 95%, ça veut dire que c'est donc Camillo et Pépone, c'est-à-dire que l'essentiel des communistes est aussi baptisé, on ne sait jamais. Et donc on a une France qui est catholique de part en part. Et aujourd'hui, c'est 30%.
Seulement 30% des Français sont baptisés. Vous voyez, c'est un effondrement. 45 000 prêtres en France en 1950, 5 000 aujourd'hui. Ce n'est pas une érosion, c'est un effondrement de la religion chrétienne. Et donc évidemment, ça change complètement le rapport à la mort, parce que si vous ne croyez plus à la résurrection de Lazare, donc le fameux épisode dans l'évangile de Jean, le fameux épisode de la résurrection de Lazare, si vous ne croyez plus à ce que la théologie chrétienne appelle la mort de la mort, autrement dit, si vous ne croyez plus que vous allez retrouver après la mort ceux que vous avez aimés en cette vie, ou si vous n'y croyez plus tout à fait, si vous pensez que c'est symbolique, que c'est une promesse qui est plus spirituelle que factuelle et scientifique, alors évidemment, le rapport à la vie change du tout au tout. La santé devient exponentiellement importante, vous ne risquez pas d'être au chômage dans les professions de santé, la vie devient la valeur supérieure à toutes les autres, et ça vous donne aussi quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment, c'est l'inflation de l'écologie, parce que l'écologie, évidemment, elle fait partie au sens large de la santé. Là, je viens de chez mon petit ami, là, mon jeune ami, mais enfin, c'est pas au mauvais sens du terme, ou ni au bon d'ailleurs, de Julien Kouchner, One Health, santé unique, santé animale, santé humaine, santé de la planète. Et donc, c'est lié, évidemment. On ne peut pas penser la santé sans penser aussi l'environnement, la santé de la planète. Et donc, on a une inflation de la vague verte, comme on a dit, mais aussi une inflation des philosophies du bonheur ou des idéologies du bonheur. Christophe André, Frédéric Lenoir, parce qu'à partir du moment où vous n'avez qu'une seule vie, pas de vie après la mort, alors en cette vie, la question de la santé, la question du bonheur, la question du bien-être devient exponentiellement importante. Et c'est ça qu'on a vécu comme différence avec 1968, avec la grippe de Hong Kong. Vous parlez du rapport à la vie, et justement, quand on regarde les phénomènes anti-vax, en fait, ils ne sont pas récents. Dès le début de la vaccination, il y a eu des mouvements anti-vax, oui. Et qui ont toujours eu des thèmes récurrents qui traitaient oui. du rapport à la science, à la nature, aux politiques, à la vie, comme vous l'avez dit, et à la religion. Mais à chaque période, ils se sont exprimés finalement différemment en fonction des sensibilités d'une époque. Oui. Ça traduit tout simplement les mouvements anti-vax actuels, une perte de confiance d'une partie de la population envers la science, envers la politique. La science et la politique n'ont pas la même périodicité, mais est-ce que finalement la perte de confiance envers la science, envers la politique, est-ce qu'elles ne sont pas liées quelque part, toutes les deux ? Oui, vous n'avez pas tort. En même temps, il faut relativiser parce qu'il y a 120 000 zozos dans la rue, il y a 50 millions de Français vaccinés. S'il n'y avait pas les chaînes d'information en continu, on ne s'en apercevrait même pas. Si on ne donnait pas la parole à Bigard ou à des gens comme lui, on ne s'en apercevrait pas. Et donc 120 000 d'un côté, 50 millions de l'autre. Donc il faut relativiser les choses. Maintenant, il y a aussi dans ces mouvements anti-pass, il y a une composante antisémite qui est assez forte. Si je compare au complotisme antisémite des années 30, c'est une blague, c'est une plaisanterie. Heureusement. Moi, j'ai été invité à faire le discours d'honneur, le discours inaugural pour le 150. Je ne suis pas juif, personne n'est parfait, mais j'ai été invité à faire le discours pour le 150e anniversaire de l'Alliance israélite universelle. J'ai raconté l'histoire du petit Eduardo Mortara. Je ne vais pas vous la raconter là, mais qui est un point de départ des pogroms, des folies complotistes antisémites. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui. On va avoir là des millions de gens, y compris en France, qui sont dans le complotisme antisémite. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc je ne dis pas que c'est rien, hein. Je dis pas que ces mouvements ne sont pas à traiter un peu sérieusement, mais quand même, gardons les proportions. 50 millions de Français vaccinés et 120 000 dans la rue, probablement moins aujourd'hui, probablement 80 000. Encore une fois, le prisme médiatique, la loupe médiatique est évidemment aussi extrêmement trompeuse. Pas une critique des médias, ils font leur boulot et ils ont besoin d'audimat. Mais franchement, c'est quand même epsilonesque par rapport finalement à la réaction des Français. Alors il faut ajouter, si on veut être un peu pessimiste, que la réaction des Français pro-vaccin, elle est quand même très très largement liée au pass.
Si Bigard veut aller au bistrot, il faut qu'il se fasse vacciner. Et donc, alors je ne sais pas s'il le fera, je blague, mais en même temps, c'est sûr que beaucoup de gens se sont vaccinés parce que c'était le seul moyen de prendre l'avion, de prendre le train, d'aller au restaurant. Voilà. Et moi, je pense qu'on a bien fait de mettre ce pass. Je suis en total désaccord avec Martin Blachier, par exemple, qui dit il est anti-pass. Bon, il dit il est pour la vaccination obligatoire. Ne dites pas ça. La vaccination obligatoire est une connerie. On ne peut pas en France. C'est anticonstitutionnel. En France, on peut obliger les gens à se vacciner c'est le mot pour qui compte, pour aller à l'école, il y a 11 vaccins à l'école, pour prendre l'avion, pour aller dans tel pays. Mais vous ne pouvez pas rendre la vaccination obligatoire en général. Si les Français sont vaccinés, c'est à cause de l'école. Voilà. Parce que pour aller à l'école, il faut être vacciné. Et donc, on ne peut pas rendre la vaccination obligatoire, mais même si on la rendait obligatoire, de toute façon, il faudrait quand même un pass sanitaire pour vérifier que les gens sont vaccinés. Donc, être anti-pass, c'est, pardon, dire je ne suis pas anti-vaccin, je suis anti-pass, c'est absurde. C'est illogique, ça n'a pas de sens. J'avais envie de vous poser une question sur le rapport à la science, à la culture de l'innovation, oui. Parce que la période actuelle a montré les faiblesses du soutien à l'effort de recherche et les attentes qu'il y avait d'ailleurs de la filière santé au sens large pour pouvoir avoir des mesures fortes qui vont permettre de restaurer la place de la France, par exemple, de leader en matière de recherche clinique. Et est-ce que finalement la période que nous connaissons va permettre d'avoir renforcer la valeur de l'innovation, la culture de l'innovation dans notre pays et pouvoir mieux appréhender les bouleversements technologiques et scientifiques qui sont aujourd'hui fabuleux. On peut citer l'immunothérapie et la génomique comme des bouleversements qui modifient en profondeur la médecine. Oui, moi j'ai fait 3 ans de biologie du cancer. J'ai travaillé avec Jean Dosset il y a très longtemps, au moment où il était en charge du projet Human Genome, donc le séquençage du génome. Puis j'ai jamais arrêté. Vous savez, le séquençage du génome, ça a duré 13 ans, ça a coûté 3 milliards de dollars. Aujourd'hui, un DPNI, ça coûte quoi? 150 $ aux États-Unis, en France un peu plus. Mais enfin, on n'a jamais vu une telle réduction des coûts. Et donc, ce qui est quand même extraordinaire dans cette pandémie, c'est la formidable victoire de la science. Je crois que c'est notre ami Guy Valencien qui avait dit « victoire de la science et défaite des médecins de télévision » parce qu'ils se sont engueulés à la télévision et ça fait mauvais effet. Mais c'est quand même une incroyable victoire de la science, une magnifique victoire de la science. C'est une magnifique victoire de la science. On n'a jamais vu un vaccin être mis au point en moins de 6 ans. Et généralement, c'est plus que ça. Là, je suis désolé de le dire parce que j'ai pas envie de le dire. J'ai pas de sympathie pour Trump. Mais c'est grâce à lui. Trump a mis 11 milliards de dollars sur la recherche et sur le développement des vaccins. Il a mis 2,5 milliards sur Moderna, il a mis 2 milliards sur Pfizer-BioNTech, il a mis 2 milliards sur Sanofi. Ça n'a pas marché sur Sanofi malheureusement, mais il a mis au total 11 milliards de dollars sur la recherche et le développement. Et c'est en même temps, contrairement à ce qu'a dit Nicolas Hulot, c'est une formidable victoire de la mondialisation libérale, au moins en matière de science. Je rappellerai que le premier à trouver ce génial vaccin ARN, parce que c'est quand même génial ce vaccin ARN, quand même une plaque d'ARN qui code pour la fabrication du spike, du tour du virus, on n'a jamais fabriqué dans l'histoire de l'humanité un vaccin aussi safe. Il est vraiment extraordinaire et c'est hyper intelligent. En plus, ça aura des retombées magnifiques probablement dans le domaine de la recherche sur le cancer. Et donc, c'est quand même fascinant ce qui s'est passé. Et c'est en grande partie donc grâce à Trump, mais aussi grâce à la coopération mondialisée et même à la mondialisation libérale. Pfizer-BioNTech, c'est une entreprise qui est le symbole absolu de la mondialisation libérale. Ce sont 2 chercheurs turcs de nationalité allemande qui ont trouvé le vaccin, en s'inspirant des travaux d'une chercheuse hongroise émigrée aux États-Unis, dans une entreprise dirigée par un juif grec qui a développé le vaccin dans une douzaine de pays. Donc on ne peut pas trouver plus mondialisé. Donc moi j'adore ça. C'est l'anti-Zemmour, si je puis dire. Et donc on a là vraiment quelque chose d'assez sympathique à mes yeux. Je ne suis pas fou, la mondialisation libérale, elle a des défauts. Elle met de la flexibilité dans le travail qui angoisse beaucoup de salariés. Je comprends très bien. Elle a des défauts, mais sur le plan scientifique, ça a été génial ce qu'on a vécu. Ça a été extraordinaire grâce à la mondialisation libérale et puis grâce à l'argent qui a été mis sur la recherche scientifique. Et donc c'est quand même, moi je trouve, extraordinairement réjouissant d'une certaine manière de voir ce qui s'est passé sur le plan en tout cas scientifique et de la coopération scientifique. Moi j'ai été assez enthousiaste et quand j'entendais des écologistes dire c'est l'horreur, c'est la mondialisation libérale qui nous a apporté la catastrophe, c'est pas vrai. Vous savez très bien que la peste noire qui a dévasté au Moyen-Âge
30% de la population européenne, elle a été apportée par 3 bateaux. Il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de mondialisation, ça a suffi. Et donc, non, on est quand même dans une situation qui est, du point de vue de la science et du point de vue de votre travail à vous, absolument formidable au sens de Victor Hugo. C'est magnifique ce qui s'est passé. On peut donc effectivement être optimiste dans l'avenir, dans le destin de l'humanité, parce qu'il y a des forces vives finalement dans notre société. Et moi, je vois dans le domaine du cancer, c'est pour ça que moi, je défends en écologie l'écomodernisme. Malheureusement, les Français ne savent pas ce que c'est, mais je vous recommande vivement de regarder le manifeste écomoderniste qui est rédigé par un prix Nobel américain qui s'appelle William Nordhaus. Ça se trouve sur ces 50 pages, ça se lit très vite, c'est génial. Ça a été rédigé par un prix Nobel, William d'économie, mais aussi par un écologiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Schellenberger, et qui est assez génial. Il a fait plusieurs entretiens dans Le Point, notamment, qui sont remarquables. Et je défends ça parce que beaucoup d'écologistes aujourd'hui, la plupart des écologistes sont favorables à la décroissance. Mais la décroissance, mes amis, dans le domaine de la médecine, c'est une catastrophe. Le retour à ce qu'ils appellent les low-tech, les technologies basses, c'est la mort en médecine. 100% des leucémiques pratiquement mouraient en 1950. Aujourd'hui, on guérit, grâce aux immunothérapies ou aux thérapies géniques, on guérit des mélanomes qui étaient mortels il y a encore 10 ans, voire 5 ans. Et donc, sans l'IA, on n'y arrive pas. On a calculé qu'il faudrait 40 ans au cerveau d'un oncologue pour séquencer le génome d'une tumeur cancéreuse et l'attaquer. L'IA le fait en quelques minutes ou en quelques heures. On fait des thérapies géniques quand c'est la bonne indication. On fait des immunothérapies grâce à CRISPR. Cas12, enfin pas plus Cas9, Cas12, Cas13, Cas14 même bientôt. Et donc, sans ces nouvelles technologies high-tech, on crève tout simplement. On reviendrait à une expérience... Pensez quand même la chose suivante, c'est que l'espérance de vie des Français, je vous donne la moyenne homme-femme en 1900, c'est 45 ans. L'espérance de vie des Français, toujours moyenne homme-femme, les femmes vivent toujours 4-5 ans de plus que les hommes parce qu'elles font un peu moins de conneries. Mais en 1951, à ma naissance, hélas, c'est encore 62 ans. Vous vous rendez compte ? Aujourd'hui, c'est 80 ans pour les hommes, enfin 79 ans et demi et 85 ans pour les femmes. Et ça, c'est grâce à vous quand même. C'est grâce au progrès extraordinaire de la médecine, grâce aussi au progrès de la science et de l'innovation dans le domaine des biotech. Moi, je ne peux pas être nostalgique. C'est ce que je dis toujours à mon ami Alain Finkielkraut, pour qui j'ai de l'affection par ailleurs. Mais je lui dis, t'es nostalgique de quoi ? Des années 30, Hitler et Staline, la Deuxième Guerre mondiale, 65 millions de morts. Les années 60, la révolution culturelle, 70 millions de morts. Les pays d'Amérique latine, Videla, Pinochet, la France, l'Europe des années 70. Franco est encore vivant, Salazar, le Portugal est un pays fasciste et la Grèce, c'est les colonels. Je veux dire, les mecs qui sont nostalgiques me font marrer, ils veulent revenir à quoi ? À l'horreur. Donc voilà, je suis désolé, mais je ne peux pas m'empêcher de voir à la fois les défauts du monde moderne, mais en même temps les progrès absolument sublimes qu'on a accomplis depuis 1945, grâce à vous, grâce à la science, mais aussi grâce à l'émancipation des femmes. Voilà, les gens qui veulent revenir en arrière à un monde dans lequel les femmes n'avaient pas le droit de vote, enfin, ils sont cinglés. Eh bien, je vous propose de conclure sur ces propos résolument optimistes. Merci beaucoup, Luc Ferry. Merci à vous.